Bienvenue dans Canary Call, le podcast dédié aux gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Dans les mines de charbon, le canari, plus sensible que l'homme à la qualité de l'air, alertait les mineurs en cas de fuite de gaz toxiques. Lorsque le canari s'agitait dans sa cage, cela signifiait que les hommes devaient sortir de la mine en urgence. Je suis Perrine Grua et j'ai créé ce podcast pour amplifier la voix de celles et ceux qui réussissent à conjuguer au présent leurs talents, leurs convictions personnelles, les besoins du monde avec leur métier. Avec Canary Call, mon objectif est aussi de convaincre de miser sur ces canaris qui sonnent l'alerte et agissent juste à temps. Leur engagement est contagieux. En les écoutant, les portes des possibles s'ouvrent et l'envie d'agir nous gagne. Bonjour Valérie. Bonjour Perrine. Merci de nous recevoir dans les locaux de la communauté des entreprises à mission. Tu connais la question, si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi ? Question très difficile, mais finalement il y a un animal qui m'est venu assez vite à l'esprit, c'est la girafe, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle elle a un côté force tranquille, donc elle est assez gracieuse finalement, qu'elle court ou qu'elle soit statique, et elle véhicule pour moi une forme de paix en fait, de calme, qui je pense est assez important dans le monde agité dans lequel on vit. Et puis aussi parce que elle a une forme de hauteur de vue, forcément. Elle voit loin. Et c'est important aussi, je pense, à notre époque, d'avoir cette capacité de pas être que dans le quotidien, l'agitation, mais de se dire, finalement, où est-ce qu'on va? Voilà. Donc, j'ai trouvé que cet animal était sympathique et incarnait ce que, en tout cas, moi, j'avais envie d'être au monde aujourd'hui. Quand tu me parles de girafe, je pense tout de suite forcément à la communication non violente avec est-ce que tu écoutes ta girafe intérieure ou ton chacal et comment ils débattent. Donc, pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, il y a l'épisode enregistré avec Thomas Dansembourg, qui est un grand porteur et transmetteur de la méthode en Europe. Aujourd'hui, comment est-ce que tu présentes ton rôle ? Alors, moi, je dirais aujourd'hui que je suis une orchestratrice, c'est-à-dire que évidemment, je dirige l'équipe de la communauté, une dizaine de personnes, et j'anime donc grâce à eux, toute la communauté des entreprises à mission, et en même temps, je m'occupe aussi de la gouvernance, donc de reporter au conseil d'administration et au bureau de la SEM, et de faire aussi cette circulation d'informations entre ce que c'est les administrateurs ont comme vision et comme intention, et de le traduire derrière en projet, et que ce soit visible au niveau de la communauté, mais aussi au-delà, puisque la SEM, la SEM, communauté des entreprises à mission. Ah oui, exactement. Tous les millions ont leur jargon. Sachant donc effectivement dans l'orchestration, il y a ce que l'on mène directement auprès de nos membres, mais comme on est une association d'intérêt général, tout ce qui est produit est partagé avec tout le monde, en open source, sur le site internet, mais au travers aussi de nos webinaires. Donc l'idée, c'est d'être très ouvert aussi sur l'ensemble de l'économie. Donc tu as un rôle de dirigeante en fait de l'organisation. Et finalement, pour prendre ce poste assez récemment, parce que tu es arrivée en septembre 2023. Oui. Est-ce que tu as l'impression d'avoir changé de métier par rapport à ce que tu faisais avant, ou est-ce qu'il y a un fil rouge ? Comment tu nous le racontes ? Alors le fil rouge est très simple. En fait, évidemment, je suis la même personne qu'avant. J'ai des compétences de direction de projet, de manager, d'équipe, mais aussi de stratégie. J'ai été consultante en stratégie, été membre de comité de direction, et également directrice marketing. Dans quel domaine ? Alors j'ai commencé en tant que consultante pour le service public. J'étais à l'époque chez Bossard Consultant, qui est devenu Capgemini Invent après plusieurs années. Et en fait, j'étais rentrée spécifiquement chez eux pour travailler auprès des acteurs publics. Pour moi, c'était un peu ma mission, ma raison d'être à l'époque. Ah oui, donc tu étais déjà tournée intérêt général. Ah, tout à fait. En fait, lors de mes études, j'étais donc à l'ESSEC, j'avais un peu de mal à me projeter dans le monde purement privé, et je cherchais déjà un supplément d'âme entre guillemets à ce que je pouvais faire. Je voulais absolument être utile et pouvoir me lever le matin avec l'impression d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Et donc ces missions de conseil dans le service public en fait me permettaient à la fois de
quelque part d'apporter un peu des techniques d'organisation, de management du privé dans un environnement qui parfois était pas forcément optimisé ou avait cette culture-là, tout en apportant aussi plus de services aux usagers du secteur public. Et donc ça me motivait tout particulièrement. Et donc dès le départ, en fait, j'étais mise dans le bain de piloter des projets, de présenter des choses à des directions générales avec des scénarios pour qu'ils valident. Et évidemment, dans un temps contraint, parce que quand on est consultant, chaque journée compte, on peut pas perdre une journée puisqu'elle est facturée. Et donc, dès le départ, voilà, j'ai appris à travailler assez vite et à être très vite, voilà, face aux clients et dans l'efficacité. C'est drôle parce que j'ai fait le chemin inverse. J'ai commencé vraiment dans le domaine du travail social et de l'impact. Et j'ai été ensuite faire un executive MBA à l'ESSEC pour aller chercher la dimension déploiement du monde de l'entreprise. Donc voilà, les chemins se croisent et comme quoi la porosité, ça peut être un atout aussi pour faire avancer les causes. Tout à fait. Et donc, en termes de métier, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as l'impression d'aller activer de ce que tu as pu capitaliser de toutes tes expériences, en fait? Si on peut utiliser le mot capitaliser là, je pense qu'on a le droit pour les compétences. Quelles sont les compétences transférables de tes expériences précédentes? Je pose la question parce que c'est souvent dans les accompagnements que je peux avoir en transition professionnelle de dirigeants, de se dire bah, finalement, est-ce que il faut que je réapprenne tout parce qu'il y a tellement de connaissances scientifiques, réglementaires, enfin tous les enjeux de transition écologique des entreprises sont aujourd'hui touchés par une complexité de sujets. Donc il y a toujours la question de comment est-ce que je vais être légitime au regard de mon expérience précédente pour mettre mes compétences au service de causes qui me parlent. Donc ça, c'est un vrai syndrome de l'imposteur à dépasser. Et toi, tu as réussi. Donc on a envie de savoir, mais comment tu as fait? Alors aujourd'hui, ce qui me sert le plus, je dirais, c'est mes capacités d'analyse et de synthèse. Vraiment, j'ai une capacité assez rapide à faire des diagnostics, à voir ce qu'il faut faire, à faire des plans. Là, clairement, mon passé de consultante me sert tous les jours. Donc, mon capacité à engranger beaucoup de données en un temps record et de pouvoir rapidement faire des analyses et de proposer en fait des scénarios, une stratégie. Donc ça, c'est une compétence très très générique. La deuxième, c'est la capacité à dérouler derrière, donc d'être chef de projet et d'être dans le concret. Moi, je suis à la fois dans la stratégie et dans l'opérationnel. Donc le matin, proposer des scénarios et l'après-midi, être avec les équipes pour choisir la couleur d'un post LinkedIn ou voilà un message en particulier. Donc très hands-on, comme on dit. Et ça, en fait, j'aime bien aussi. J'aime bien être dans le concret. Donc vraiment ce côté chef de projet, voir de la big picture au quotidien et quand on organise un événement, à la fois le message clé et en même temps, ça va être sûr qu'il y ait des hôtesses à l'accueil pour que les gens mettent leur manteau au vestiaire. Donc vraiment cette vision globale, à la fois stratégique et opérationnelle. Et ça, encore une fois, c'est une compétence absolument générique qui n'est pas du tout liée au monde de la transition. Après, je dirais ma troisième compétence, c'est vraiment lié à la stratégie marketing et communication. Donc j'ai fait beaucoup ça dans ma vie, dans des environnements très différents, pour des produits différents. Et donc c'est cette capacité à en fait raconter des histoires finalement, à montrer le côté positif, attirant, mais sur des sujets parfois un peu complexes. Et en général, j'étais beaucoup dans le B2B, pas dans le B2C. Et donc c'est comment aussi apporter un peu d'innovation, d'attraction dans des sujets qui sont parfois un peu techniques, pas très rigolos. Et donc c'est à la fois dans les mots de vocabulaire, dans la façon de vendre les choses, mais aussi dans l'univers graphique aussi qui peut être attirant. Donc ça, encore une fois, c'est une compétence qui n'est pas liée à la transition. Et donc B2B, c'est finalement quand les entreprises s'adressent aux entreprises, servent les entreprises, et B2C, donc B2B pour business to business, et B2C, c'est business to consumer, donc c'est finalement quand on s'adresse aux particuliers. Exactement. Exactement. C'est vrai que moi, j'ai une culture plutôt B2B, même si ces acteurs, évidemment, avaient chacun des clients ou des usagers. Et donc, il fallait aussi comprendre ces dynamiques-là. Et finalement, aujourd'hui, je pense que ma légitimité à mon poste, elle est liée à ce capital en fait de compétences qui est aujourd'hui extrêmement utile et j'aurais pas ça, j'aurais un peu de mal à ce poste, mais que j'ai complété évidemment par un cheminement personnel, par des formations, par voilà un intérêt et évidemment l'expérience que j'ai eue au Grand Défi juste avant mon poste à la SEM qui m'a vraiment permis de plonger, on va dire corps et âme dans les problématiques de transition, mais encore une fois avec comme compétences cœur les mêmes que celles que je viens de vous
exposés et qui ont permis de piloter ce projet. Et comment tu es arrivé justement au grand défi? Comment ça s'est passé? Comment tu as réussi à mener ta transition pro? Quelles ont été les grandes étapes? Ça peut être vraiment très utile, je pense, pour les gens qui nous écoutent et qui se disent: «Oh là là, mais par quel bout le prendre?» En fait, ça a commencé par un bilan de compétences, tout simplement. Donc quand j'ai quitté mon poste précédent de directrice marketing, communication, événementiel dans un grand cabinet d'avocats d'affaires qui était vraiment très, 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 très bon sur son sujet, j'ai évidemment fait un bilan de compétences pour être sûr que mes intuitions autour de la transition étaient les bonnes. Et donc, j'ai eu cette confirmation que je pouvais avoir cette combinaison de mes compétences, on va dire, classiques, professionnelles, et cet intérêt, mais qu'il fallait que je le nourrisse un peu. Et donc, ce bilan m'a conforté dans ce choix-là. Donc, j'ai évidemment commencé par me former très intensément. L'animation de la fresque du climat, par exemple, tous les MOOC possibles, imaginables qu'il y avait sur le marché, les webinaires, etc. Et donc, j'ai vite compris qu'il y avait la formation B-Leader, on en a parlé. Exactement, de B Corp. Et je me suis mise en fait à mon compte comme consultante en stratégie RSE, et j'ai travaillé en fait bénévolement aussi avec une partenaire que j'avais trouvée. On a monté une démarche en fait de diagnostic de maturité RSE un peu originale en fait, qui était une combinaison de ce qu'il y avait dans le diagnostic de B Corp, mais aussi Lucie, enfin d'autres labels qu'on avait analysés et épurés avec un prisme qui était autour de la communication, de la valorisation de ce que faisaient en fait déjà les entreprises. Donc ça, je l'ai fait, on va dire, voilà, gratuitement. Cette conception d'outils qui m'a permis avec cette partenaire de vendre une première mission auprès d'une entreprise qu'on a accompagnée pour définir sa raison d'être. Donc sur la base de ce diagnostic qu'on avait fait, qui avait révélé déjà en fait des pépites. C'était ça l'objet de ce diagnostic, c'était d'arriver à... Je suis preneuse, parce que toute la communauté va être preneuse. Si le lien existe, il sera dans les commentaires. Alors non, malheureusement, le produit était que à la vente, on va dire. Il n'est pas en open source. Mais toute la philosophie, c'était de révéler ce que faisait déjà de bien l'entreprise. Ouais, de partir déjà de ce qui exactement, existe, pour créer un nouveau chemin, mais aussi de valoriser, en fait. Que la plupart des entreprises, souvent, pêchent par trop d'humilité ou par peur d'être taxées de greenwashing. Et souvent, il y a des choses qui leur semblent naturelles, mais qui ne sont pas forcément faites par d'autres et qui méritent, en fait, d'être mises en valeur. Donc, c'était un peu cette posture-là, déjà très positive, finalement, qui m'animait. J'aimais bien cet angle-là, de partir déjà de l'existant, du capital, de ce qui était bien fait. Et je pense que, enfin, plus globalement, je crois beaucoup à cette démarche positive. C'est vrai que on a tendance parfois à être un peu plombé par toutes ces mauvaises nouvelles qu'on a, et aussi il y a beaucoup de gens qui pointent du doigt les entreprises parce que c'est vrai qu'elles n'en font pas assez. Mais je suis plutôt positive de nature et je vois plutôt le verre à moitié plein. Et je pense que c'est important aussi de mettre en valeur ce capital qui est déjà existant dans les entreprises, voire émergent. Donc, vous avez eu cette première mission. Voilà, j'ai eu cette première mission. Et puis, en parallèle, je savais que, puisque j'avais été dans le monde des professions juridiques, en fait, que j'avais un réseau qui n'était pas très riche dans la transition. Et donc, je cherchais d'autres sources de bénévolat et d'autres moyens d'étendre mon réseau. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu l'appel de Engage, en fait, qui est par Jérôme Cohen, qui est un des deux cofondateurs du Grand Défi, avec Virginie Resson-Victor, un appel à bénévoles. Quand j'avais vu le pitch, en fait, du Grand Défi, je me dis, c'est vraiment, ça correspond complètement à ma raison d'être, comment les entreprises finalement peuvent elles-mêmes s'emparer de la problématique de la transition et dire elles-mêmes ce qu'il faudrait faire pour accélérer le passage d'une économie classique à une économie plus équilibrée. Et donc donc j'ai eu un entretien en fait pour devenir bénévole du Grand Défi, et j'ai rejoint cette équipe. On était une vingtaine au tout début. Moi, je travaillais sur la communication, donc quelques heures par semaine, et puis petit à petit j'ai pris de plus en plus de responsabilités, et à un moment ils ont eu besoin d'un directeur exécutif, donc j'ai postulé comme d'autres, et puis voilà, ils m'ont recruté, donc c'est venu comme ça, et c'est devenu donc un projet qui m'a occupé pendant plus d'1 an et demi à temps plein, et qui m'a permis d'avoir cette vision vraiment systémique en fait de la transition que doit opérer une entreprise, puisque les 100 propositions du Grand Défi en fait couvrent l'ensemble du business model de l'entreprise, on va dire des achats, la gouvernance, en passant par la logistique, la communication, les RH, etc. Et donc, on a vraiment plongé dans les entrailles, on va dire, de l'entreprise avec ces centres entreprises qui ont été tirées au sort et représentatives de l'économie française, pour identifier vraiment les leviers, accélérer, déverrouiller en fait un certain nombre de choses pour accélérer la transition de l'économie.
Donc l'opportunité finalement, d'apprendre, de découvrir vraiment concrètement, de compléter finalement ton portefeuille de compétences avec des compétences vraiment plus spécifiques sur le sujet de la transition. J'imagine aussi un moyen de te conforter par rapport à l'utilité du package de compétences avec lequel tu es arrivé, pour avoir de l'impact, sur les entreprises par rapport à ça. J'imagine ça a dû, Oui, bah là après j'étais assez rassurée sur effectivement ma vision ouais. voilà, de tous les leviers, de tout ce qu'il fallait utiliser. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que une des propositions du Grand Défi porte sur les entreprises à mission le paquet gouvernance. Voilà, donc il y avait déjà un peu un lien vers la suite en ce qui me concerne. Mais ça aurait pu être l'économie circulaire, ça aurait pu être sur les achats responsables. Enfin voilà, derrière il y avait plein de pistes potentielles à explorer en ce qui me concerne. Et cet engagement, bénévole, il a duré combien de temps? Alors, j'ai été bénévole au début, mais après j'ai quand même Ouais, été rémunérée. Donc, mais tu as commencé par du bénévolat? tout à fait, tout à fait. Mais Je pense que ça, c'est important de le mentionner, hein, parce que pour y goûter déjà, puis pour vérifier que ça te plaît, que l'environnement te plaît, que tu te sens bien dans cet écosystème-là aussi. C'est intéressant, en fait, comme façon de démarrer rapidement, en fait. oui, et puis j'étais aussi bénévole pour Time for the Planet. À l'époque, ça Ouais. s'appelait Time. J'étais relectrice en fait des certaines innovations. Et effectivement, pour moi, l'idée c'était d'être déjà utile en fait, donc un peu de cocher la case j'ai un peu l'impression d'avoir un peu d'impact, de contribuer à quelque chose, et puis aussi d'étendre mon réseau. Je pense que ça c'est vraiment hyper important en fait, de se décentrer. Et j'ai aussi fait une formation au coaching où j'ai rencontré de nouvelles personnes, et en fait j'ai vraiment utiliser tout ce temps en fait de reconversion que je m'étais donné pour m'investir dans plein d'univers différents et pour quelque part étendre mon réseau. Et en fait, ce que j'aimais le plus, c'était de me connecter avec des gens sur LinkedIn avec lesquels à la base j'avais aucune relation commune. En fait, de voir quelque part que je m'exportais en fait dans d'autres univers. Et pour moi, c'était Mmh. aussi un indicateur. En fait, c'est pas le nombre de connexions LinkedIn dans l'absolu, mais plutôt ma capacité à me décentrer, à me sortir en fait de un peu ma zone de confort habituelle en termes de relations, parce que à un moment finalement on tourne en rond et je savais très bien que l'univers dans lequel je voulais atterrir, bah, c'était quand même un peu loin. Et j'avais un petit indicateur entre guillemets, c'était quand j'allais à Pro Durable d'une année sur l'autre, hein, c'était me dire finalement quelles sont les personnes que je connais en fait personnellement, tous ceux qui parlent en fait. Au début personne, et puis les années avançant, bah, en fait j'avais entre guillemets une taux de pénétration dans mes relations qui avançait au fil de mes relations, de mes engagements bénévoles, etc. Parce que pour moi ça me permettait de mesurer que j'avais vraiment switché finalement dans cet univers-là. C'est intéressant, tu parles de nombre d'années. Au fur et à mesure des années, ça, je pense que c'est important de le rappeler, que ça prend du temps et qu'il y a des étapes. Parce que finalement, dans cette période-là, souvent, moi, je vois les questions que j'ai, c'est par quelle boule prendre et puis comment pas se perdre. Et je me dis: «Mais est-ce que toi, tu avais un plan d'action précis ou est-ce que tu y as été un peu à la curiosité, à l'intuition, faire ce MOOC, faire cette rencontre, aller à cette conférence, te lancer dans du bénévolat?» Comment est-ce que tu as mixé «J'ouvre les portes et on verra bien», quitte à me perdre un peu, quitte à perdre un peu de temps, ah, j'ai un plan d'action, j'ai un timing à respecter, j'ai un échéancier aussi par rapport à quel moment je vais devoir être rémunérée et cetera quoi, pour être, concret, réaliste aussi, d'un point de vue, matériel quoi. Alors, j'avais pas un plan d'action hyper précis parce Mmh. que pour moi, c'était quand même un saut dans l'inconnu, hein, contrairement à ce que je disais tout à l'heure où mon capital de compétences, est quand même à 95 celui qui était il y a 4 ans. C'est quand même un saut dans l'inconnu parce que un nouvel environnement, un nouveau réseau, de nouveaux sujets, et cetera. Donc il y avait pas de plan si ce n'est d'avancer tous les jours. Moi, je suis quelqu'un de tenace. Quand j'ai un objectif, je m'y tiens, mais le chemin, bah, il se met d'embûches comme pour tout le monde et tous les jours, je faisais quelque chose. Donc même voilà, envoyer un mail, rencontrer quelqu'un, aller à une conférence. Et effectivement, au fil des webinaires, des formations, bah, on acquiert en fait un vocabulaire, on comprend et en fait on progresse sans forcément s'en rendre compte. Et donc on acquiert aussi une forme de confiance en soi. Et je me souviens très bien, typiquement en Pro Durable où j'y allais au tout début.
Pourtant, même forte de mon expérience, je me sentais un peu bébé dans ces sujets-là et pas forcément légitime. Et mon pitch n'était pas forcément très, très impactant, mais j'y allais quand même. Voilà. Donc, j'ai rencontré des gens, j'ai testé, j'ai écouté. Et au fil de l'eau, en fait, on avance, on progresse, on construit quelque chose. En fait, aussi, j'ai vraiment ouvert le champ des opportunités. J'ai rencontré plein de gens. Il y a plein de choses qui ne m'ont absolument pas donné d'idées. Mais typiquement, ce que je vous disais, cet outil de diagnostic que j'ai construit donc avec cette partenaire, avec Snilo. Bon, effectivement, on l'a pas vendu à 50 entreprises, mais ça m'a permis d'avoir quelque chose à raconter. Et c'était concret. Je sais pas Pipo, on l'a vraiment construit. C'était un vrai outil avec des points sur Excel. Enfin voilà, ça peut être encore utile peut-être à quelqu'un, mais ça m'a permis en fait d'avoir aussi une histoire à raconter dans d'autres environnements. Quand j'essayais de rentrer dans des cabinets spécialisés, et ben voilà, j'avais cette histoire à raconter. Donc c'est des marches qui se succèdent. Et à un moment, bah voilà, on tourne à gauche, on tourne à droite, et puis il y a cette opportunité du grand défi. Je sentais que vraiment il y avait quelque chose qui pouvait être vraiment extraordinaire pour moi, même si c'était vraiment clairement un saut dans l'inconnu et un projet qui n'existait pas 6 mois avant et que tout était à faire. Et clairement, bah, quand je suis arrivée, j'ai dû lever des fonds pour payer l'équipe et me payer. Donc, mais en même temps, c'est exaltant. Enfin, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait avant puisque j'avais toujours travaillé dans des entreprises et je me posais pas de questions sur la manière dont j'allais toucher mon salaire à la fin du mois. Et ben c'est super, voilà, j'ai vécu autre chose. Alors c'est pas le même stress évidemment, mais en même temps on a aussi un rapport à la réalité qui est différent et qui m'a apporté aussi quelque chose. Enfin là, j'étais dans ce monde plus associatif avec des gens très engagés, mais qui a aussi ce petit grain de folie, je dirais, et qui m'a décentré clairement de mes habitudes plus classiques, voilà, d'entreprise installée, et c'est très enrichissant. Normalement, ce que j'entends, c'est que tu as passé pas mal de temps au début à découvrir, à ouvrir des portes, à te former, à t'équiper, aussi à clarifier ta boussole de choix. Et que quand l'opportunité s'est présentée, t'as pas hésité parce que ta boussole était claire à toi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et effectivement, ce pitch du grand défi, je me suis dit, il va pas y avoir 15 fois cette opportunité. Et pour la petite histoire, en fait, au moment où donc j'ai eu l'accord de Jérôme et Virginie pour les rejoindre en tant que directrice exécutive, j'avais une offre d'emploi dans un cabinet classique qui développait son offre d'accompagnement. Toujours à ce moment-là. Elles chantent toujours à ce moment-là, au moment du vrai choix. Et donc j'avais le choix entre un poste vraiment haute responsabilité dans un cabinet vraiment très bien pour développer l'offre, accompagnement des entreprises, etc. Donc vraiment une très très belle proposition, et en même temps, en face il y avait le grand défi qui était évidemment beaucoup plus incertain, avec plus d'audace, je dirais, plus de panache. Et j'ai choisi le grand défi parce que je me suis dit, voilà, cette opportunité-là n'arrivera pas 2 fois dans ma vie, et on verra bien ce que ça donnera. Voilà, donc voilà, j'ai choisi le panache et la folie, peut-être. T'as encore les yeux qui brillent. Voilà. Merci pour ce partage. Donc là, aujourd'hui, ça y est, communauté des entreprises à mission, t'es là où ça se passe. Quels sont tes grands sujets en cours, les grands chantiers? Raconte-nous. Alors, il y a beaucoup de sujets. C'était une de mes grandes découvertes en arrivant, c'est qu'en fait, il y a 1000 projets, 1000 demandes, 1000 envies à gauche, à droite. Donc ça, c'est combien d'entreprises? C'est combien d'adhérents? On a à peu près 300 entreprises adhérentes, donc qui sont soit déjà entreprises à mission, soit, comme on les appelle, elles sont en chemin. Donc, elles ont décidé d'être entreprises à mission, mais elles savent pas encore exactement quand, et elles ont besoin de ce temps de préparation pour définir leur raison d'être, leur mission, etc., avant de changer leur mode de fonctionnement et devenir entreprise à mission. Donc les enjeux pour la communauté aujourd'hui sont de plusieurs ordres. Le premier, c'est la territorialisation, je dirais. On a structuré un réseau de 70 ambassadeurs de la communauté en région, qui sont donc soit des dirigeants d'entreprises à mission, soit des consultants qui accompagnent les entreprises sur ce chemin, ou des chercheurs, parce que la recherche fait vraiment partie de l'ADN de la SEM. Et ces ambassadeurs, en fait, font vivre la communauté dans leur région, donc auprès des adhérents, mais aussi des entreprises à mission qui ne sont pas encore adhérentes, pour diffuser, faire vivre, surtout se rencontrer, parce que l'ADN de la communauté, c'est vraiment ces échanges entre pairs. On est quand même sur un modèle qui est
très récent. Voilà. On va fêter cette année les 5 ans de la loi Pacte, donc on ne peut pas dire qu'on a un recul énorme. Surtout la première année, il y avait quand même le Covid. Donc on a plutôt les vieilles entreprises à mission, ils sont depuis 3-4 ans. Et donc il y a vraiment ce besoin très fort de la part des membres d'échanger sur leurs donc pratiques. tu fais partie des premiers avec Canary Call, alors 3-4 ans. Exactement. Génial. Voilà, donc... J'avais l'impression que c'était déjà que j'étais déjà en retard, moi. Non, pas du tout. Et effectivement, au début, les entreprises, elles ont pris la loi telle qu'elle était et un peu essuyé les plâtres. Et donc, c'est le rôle de la communauté, justement, de capitaliser en fait sur ces retours d'expérience pour essayer de structurer des méthodologies, des outils qui vont permettre aux plus récentes de profiter de ces retours d'expérience et bien structurer, par exemple, leur comité de mission, quels sont les profils auxquels il faut faire appel, quel rôle on donne au comité de mission, quel degré d'ambition on met dans sa mission, etc., etc. Donc, premier axe, je dirais, ce sont les régions pour vraiment être au plus près du tissu économique local et faire écho en fait de l'entreprise à mission localement. Le deuxième enjeu, c'est de continuer en fait à promouvoir l'entreprise à mission au niveau national. Et pour ça, on organise un grand congrès à la Maison de la Mutualité cette année le 16 mai. À vos agendas. Voilà. Le 16 mai. Donc une journée consacrée à l'entreprise à mission, alors qu'il ne va pas du tout parler de la manière dont on devient entreprise à mission, parce que ça, on le fait déjà au quotidien, on a beaucoup de matériel, mais c'est vraiment faire partager en fait les retours d'expérience des dirigeants. Donc le thème du congrès, ce sera le temps des preuves. Donc faire monter sur scène des dirigeants qui vont raconter ce que ça change concrètement dans leur business model, dans leur manière de manager, comment les collaborateurs vivent l'entreprise à mission, donc comment leur entreprise s'est transformée, ce que ça veut dire, avec des plénières, mais aussi des conférences thématiques sur comment organiser son comité de mission, qu'est-ce que ça change dans certains secteurs d'activité, comment certaines entreprises pionnières en fait ont pris en compte les enjeux spécifiques de leur secteur pour répondre au travers de leur mission à ces enjeux spécifiques, mais aussi comment ça se passe, l'audit de la mission par un organisme tiers indépendant. Donc toutes ces déclinaisons qui ont pour vocation d'expliciter en fait plus clairement ce que ça veut dire être entreprise à mission, et bien sûr convaincre le plus grand nombre de se transformer pour passer ce cap qui répond en fait à des aspirations de pas mal de gens. Le troisième enjeu, je dirais, c'est alors si on monte encore d'un cran, c'est sur l'aspect européen, puisque vous n'êtes pas sans savoir que cette année il y a des élections européennes, et donc juste avant ces élections, on a comme enjeu en fait de faire adopter par la plupart des partis politiques européens le projet d'une directive qui permettrait en fait de créer un cadre légal permettant aux entreprises européennes de devenir leur entreprise à mission ou entreprise engagée. Le terme aujourd'hui n'est pas définitif, évidemment. C'est le terme en France, mais en Italie, ça s'appelle différemment. Donc, il y a toute une coalition en fait d'entreprises européennes qui vont défendre en fait ce projet pour que l'entreprise à mission ne soit pas que une spécificité française ou italienne ou d'autres pays, mais vraiment une possibilité offerte à toutes les entreprises européennes. Ce qui intéresse d'ailleurs notamment certains de nos membres qui sont de taille européenne et qui sont entreprises à mission en France, mais qui aimeraient bien en fait avoir cette réalité possible au travers de toutes leurs filiales. Et quelque part, l'idée derrière, c'est d'arriver à colorer en fait le capitalisme européen avec arriver à craquer en fait comment rester une entreprise commerciale tout en intégrant en fait des problématiques environnementales et sociales, et quelque part d'être un peu en écho de la CSRD qui vient faire un reporting en fait sur la manière dont les entreprises limitent leurs impacts ou sont conscientes en fait de ce que l'environnement peut impacter sur leur propre modèle. Et donc l'entreprise à mission au niveau européen viendrait donner en fait ce cadre un peu stratégique en écho au reporting CSRD. Donc on épouse un peu l'air du temps à la fois côté calendrier des élections, mais aussi sur cette réalité du reporting qui va toucher 50 000 entreprises en Europe quand même, c'est très important. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives entre les entreprises Bicorp, les perma-entreprises, les labels Lucie, les différentes communautés, les différents mouvements Impact France, etc. Comment tu pourrais expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est une entreprise à mission ? Est-ce que c'est un statut ? Est-ce que c'est... Alors, ce qu'il faut avoir
déjà en tête, c'est que ce qui compte, c'est que l'entreprise progresse. Donc tous les labels, toutes les énergies, les projets en fait qui sont menés au sein des entreprises pour la transformer et aller vers quelque chose de plus équilibré au sens de la planète et de la société, c'est très bien. Donc les initiatives sont bonnes à prendre. L'entreprise Ça fait bouger le système. Exactement, ça fait bouger le système, ça mobilise les directions, les salariés, c'est très bien. Typiquement, dans les référentiels, ce qui est bien, c'est que ça permet aussi de comparer les entreprises les unes entre elles. Donc ça donne, ça permet d'échelonner, de jalonner les progrès. Donc ça, c'est très bien. La différence de l'entreprise à mission, déjà, c'est qu'elle est consacrée par la loi. Donc on a un cadre juridique qui permet donc à l'entreprise de devenir entreprise à mission. Et ça, c'est dans un cadre réglementaire. Donc ça, c'est assez unique. C'est un statut ? Donc l'entreprise à mission n'est pas un statut, ce n'est pas un label non plus. En fait, c'est une qualité dont se dote l'entreprise et qui va être pour le coup inscrit dans ses statuts, mais qui ne change pas le statut de l'entreprise. Donc une SA qui devient entreprise à mission reste une SA, mais elle a inscrit dans ses statuts sa raison d'être, ses objectifs statutaires et son organe de gouvernance qui va en fait vérifier que l'entreprise est bien dans la mission elle s'est donnée. Donc soit un comité de mission, soit un référent de mission pour les entreprises de moins de 50 salariés. Donc c'est assez engageant parce que c'est vraiment sur le fond, c'est la carte d'identité de l'entreprise qui porte la qualité. Exactement. Et surtout, ce qui est très fort, c'est que ça doit être voté en assemblée générale. Donc, en fait, ce sont les actionnaires qui eux-mêmes votent pour ce changement, cette transformation, et donc qui s'infligent entre guillemets à eux-mêmes cette obligation de progrès, en fait, de dire voilà, on veut aller en telle direction, et oui, on assume le fait que chaque année, il va falloir qu'on dise qu'on a progressé comme on l'avait promis. Et donc ça, c'est un engagement interne. Donc, il y a ce comité de mission qui va venir aider, vérifier que c'est le cas, et après en externe, donc ça c'est imposé par la loi, un organisme tiers indépendant qui va vérifier donc sous les 2 ou 3 ans, en fonction de la taille de l'entreprise, que effectivement la trajectoire est bien respectée par l'entreprise. Et ce qui est intéressant en fait dans l'originalité de ce modèle, c'est que contrairement pour le coup aux référentiels qui sont uniques et imposés, en fait là dans l'entreprise à mission, c'est l'entreprise elle-même qui définit sa mission et donc qui va définir son degré d'ambition, son degré de transformation de son business model, et donc ça consacre en fait la liberté d'entreprendre, ça vient respecter finalement la singularité de l'entreprise et la liberté des actionnaires en fait d'aller dans une telle ou telle direction et de plus ou moins ambitieux. C'est intéressant parce que finalement, ça donne une vraie double direction à l'entreprise qui a l'obligation d'avoir une viabilité économique, quelque part, et de l'autre côté, qui se dote d'objectifs non économiques déjà dans la carte d'identité. Moi, je le vis, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on agrandit la famille aussi Canary Call, la question de est-ce qu'on est bien d'accord sur les objectifs, sur la raison d'être, et mon comité de mission, il en est garant aussi. Donc, c'est un vrai engagement dans la durée aussi que de l'inscrire dès la création de la société ou de changer les statuts de sa société. Oui, tout à fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça vient aussi, en fait, quelque part protéger ce qu'est l'entreprise, quel est son ADN, ce qu'elle veut être au monde. Et donc, dans une perspective de rachat ou de croissance externe, en fait, ça vient sanctuariser un petit peu l'ADN et au plus haut niveau, en fait. Alors qu'effectivement, si on peut se doter d'objectifs indépendamement de l'entreprise à mission, mais en fait, ça peut être balayé un changement de direction, voire d'actionnaire. Et en fait, ce n'est pas pérenne, en fait. C'est pas vraiment inscrit dans le dur, ce que propose en fait l'entreprise à mission. De quoi est-ce que vous avez besoin aujourd'hui pour déployer ? Alors en fait aujourd'hui, on se rend compte que, au-delà des pionniers, des entreprises aussi qui, quelque part étaient déjà très engagées, mais qui n'avaient pas ce cadre avant la loi Pacte et qui se sont «jetés» entre guillemets sur ce modèle pour, venir consacrer en fait, des engagements préexistants. C'est compliqué en fait de convaincre. C'est un peu comme quand vous lancez un nouveau produit ou une nouvelle marque, il faut conquérir un public, un marché. Déjà, il y a une question de notoriété. Aujourd'hui, l'entreprise à mission, elle est évidemment très connue dans le monde des gens engagés dans la transition, mais c'est pas quelque chose de grand public, évidemment. Donc il y a la question de notoriété. Et puis après, il y a aussi des idées reçues, il y a des freins à lever. Donc ça fait partie des choses aussi sur lesquelles on doit nous travailler. Et ces freins Quels sont les freins que vous rencontrez aujourd'hui ? En fait,
il y a vraiment de plusieurs natures. Il y a des freins, on va dire des entreprises qui pêchent par humilité, c'est-à-dire qui se disent: «Oh là là, nous on n'est pas parfait, on peut pas être entreprise à mission». Parce qu'elles voient l'entreprise à mission comme, finalement le point d'arrivée, alors qu'en fait, c'est un point de départ. En fait, devenir entreprise à mission, c'est assumer que l'on se met sur une voie, de transformation et qu'on va publier en fait les jalons, de progrès. Donc c'est se mettre dans une dynamique de progrès, mais sans être parfait à la base, évidemment. Sinon, vraiment, il y aura vraiment aucune entreprise à mission, en France. Oui. C'est comme quand on parle d'entreprise, régénérative, c'est un idéal, mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Enfin, voilà. Donc l'entreprise à mission, c'est pareil. Ça, c'est le cap vers lequel on s'engage, mais publiquement, officiellement. Voilà, donc il y a ce premier frein, je dirais, qu'il faut arriver à clarifier. Être entreprise à mission, c'est pas d'être une entreprise parfaite. Et c'est pas donc un label de vertu. Il y a des entreprises à mission qui ont beaucoup de progrès à faire, mais qui l'assument, quoi, voilà. Et c'est vrai c'est un peu un renversement par rapport à la communication classique d'entreprise, où tout était archi vérifié à la virgule près, il faut faire attention à tout ce qu'on dit, etc. Là, on passe dans un autre, c'est un peu le parallèle d'assumer sa vulnérabilité en tant que dirigeant, finalement. C'est le parallèle pour l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise qui avant, tout était chaque communication, chaque élément de langage a été vérifié 15 fois, 1000 fois. Là, devenir entreprise à mission, quelque part, c'est accepter d'ouvrir un peu le capot et de dire, OK, on sait très bien que dans notre business model, il y a telle chose qui est pas parfaite. On a envie d'être plus inclusif, on a envie d'être plus comme ci, plus comme ça. Donc, on assume ce chemin et de dire que quelque part, le point de départ, il est pas parfait. Mais je pense, c'est aussi ce qu'attend la société. Donc, voilà. Après, évidemment, il y a toujours aussi des risques juridiques. Ça fait partie des autres freins, notamment d'entreprises qui sont cotées ou qui sont soumises à peut-être des risques réputationnels, donc dans justement le domaine plus B2C, où il peut y avoir rapidement des mauvais buzz, des choses comme ça. Il y a aussi des freins, en fait, à assumer aussi publiquement ces formes de fragilité pour éviter de potentiellement, voilà, d'être soumis à des mauvaises ondes. Voilà, donc ça fait partie aussi des freins aussi qu'il faut lever de ce côté-là. Et puis du côté des petites entreprises, il y a aussi ce sentiment que oui, devenir entreprise à mission, il faut un comité de mission, c'est un truc en plus. Puis bon, il va y avoir la CSRD déjà, il y a déjà plein de choses. On voit bien là aujourd'hui que les entreprises elles demandent, on l'a entendu encore hier soir, elles demandent plus de simplification, moins de normes, etc. Donc il y a un peu une fatigue quelque part aussi de toute cette paperasse réglementaire, normative. Mais en fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'entreprise à mission, c'est évidemment, oui, il y a un peu plus de choses à mettre en place, mais que c'est un outil au service de la liberté. Une fois qu'on est très clair sur ce qu'on veut être, en fait, ça donne une force qu'on n'avait pas forcément avant, et c'est un souffle qui porte, en fait, et qui va apporter aussi parfois une simplification quand il faut prendre des décisions. La mission peut être une boussole et peut permettre de dire rapidement, en fait, là, on aurait peut-être fait 15 scénarios à réfléchir 1000 fois sur est-ce qu'on va dans telle ou telle direction. En fait, avec la mission, on se dit oui, non, c'est sûr, on va pas prendre tel fournisseur parce qu'en fait, on le sent pas, et on va en prendre un qui est conforme à nos valeurs, et hop, voilà, c'est un gain de temps aussi dans certaines situations. Donc oui, c'est un système en plus à organiser, mais tous les gens qui ont un comité de mission installé expriment aussi le fait que ça leur apporte énormément en termes de vision, de valeur ajoutée, un peu aussi d'ancrage en fait, sur certaines orientations, et donc c'est un plus. Mais voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles il va falloir aiguiser un peu nos arguments pour convaincre au-delà des entreprises qui sont déjà à mission aujourd'hui. Je retiens l'idée de boussole en fait dans la complexité, que c'est pas forcément un label, une contrainte auquel se conformer, mais un cap qu'on se donne qui peut aider quand on est dans le brouillard à trouver la direction. Et l'autre point aussi qui résonne notamment avec l'épisode et la discussion qu'on a eue avec Marianne Emmerich sur le fait qu'aujourd'hui ça pouvait être parfois compliqué d'annoncer des objectifs ambitieux parce qu'on pouvait aussi avoir des retours de bâton en termes de réputation. Il y a ce pacte à passer dans notre société entre les entreprises, les consommateurs, les collaborateurs sur jusqu'à quel point on peut assumer sa vulnérabilité, se donner des objectifs ambitieux et se confronter au sens faire front ensemble et non pas se pointer du doigt. Ce qui en fait est un frein en fait, et est un frein important.
pour oser afficher. Parce que je vois, il y a un autre point aussi qui peut, le fait d'afficher ça dans sa qualité d'entreprise, dans sa carte d'identité, est-ce que ça veut dire qu'on est activiste exclusif, au sens, est-ce qu'on va refuser de travailler avec certaines personnes, ou ça peut aussi être pris comme une posture excluante si on fait pas attention à la manière dont on l'amène dans de Oui, nouveaux collectifs, en fait. oui, oui, effectivement. Et après, ça fait partie aussi des valeurs de Eh l'entreprise. C'est oui. est-ce qu'on reste dans un entre-soi Mmh. d'entreprise à mission qui, quelque part, aurait compris, elle, la bonne direction, ou au contraire, il y en a qui ont une posture plus de transformation de leur chaîne de valeur, d'accompagnement, d'être plus dans l'inclusion, mais dans du coup, de faire un effort, effectivement, de convaincre celles qui le sont pas encore. Et je pense que le chemin, il est plus celui-là, hein, clairement. Mm. Est-ce que, il y a un message que tu as envie de partager au plus grand nombre? Quel serait ton canary call à toi? Très difficile, hein, cette question. Moi, j'aurais envie de dire, alors c'est vraiment pas très original, mais un peu, ouvrez les yeux, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, les gens réfléchissent pas assez et sont dans une forme de routine intellectuelle, de routine de consommation, parce que, bah, c'est effectivement, c'est plus confortable. Mais partout où on regarde, enfin, moi, j'essaie de pas tomber dans l'éco-anxiété, mais globalement, il y a quand même plein de signaux faibles qui sont pas très, très positifs. Et donc, déjà prendre conscience, en fait, de faire aussi un petit peu cet effort de se renseigner, de regarder. Et après, évidemment, c'est pas très original, mais se dire: «Voilà, qu'est-ce que je peux faire moi, à mon niveau?» Parce que finalement, tout ce que l'on fait quelque part, peut relever de l'activisme, hein, d'acheter un soda ou pas, de manger de la viande ou pas, alors je dis pas qu'il faut tout arrêter, évidemment non, mais en fait, chaque choix que l'on fait au quotidien, a un impact et il faut pas le négliger. Donc, juste, voilà, prendre conscience de tout ça. Et après, chaque chemin est personnel et il y a pas de jugement de valeur. Il y a des gens qui sont capables de faire énormément et puis d'autres pas beaucoup. Et puis chacun son lot de contraintes, en fait, hein, et d'énergie. Donc, il y a pas de on est tous inégales, en fait, hein, face à ce qu'on est capable, de faire, mais au moins de prendre conscience de pas être dans cette forme de routine, en fait. Oui, et je trouve ça assez convergent avec, cette, logique et cette approche d'entreprise à mission où finalement l'idée c'est au moins de faire ou pas faire en conscience. C'est de poser la question. D'avoir pris un petit moment d'arrêt pour vraiment poser les choses et d'ouvrir les yeux, de se dire: «OK, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas?» mais de sortir de la roue et d'être, en mode, mental, adaptatif, raisonné et non pas en mode, roue libre. Oui, et puis, c'est vrai que, en fait, classiquement, les entreprises, d'une année sur l'autre, voilà, c'est: quel est mon budget? Qu'est-ce que je me donne comme objectif? Dans quel pays je vais investir, et cetera. Il f Comme je dis, il y a une forme de «routine» entre guillemets dans, voilà, Mmh. je fais croître mon entreprise. En fait, quand je dis: «ouvrez les yeux», c'est aussi, regarder différemment, finalement, son outil, de production, mais en fait, c'est hyper excitant. C'est de se dire: «Bah, OK, j'arrête de penser avec mes yeux, mon prisme du XXe siècle et en fait, OK, je sais qu'aujourd'hui, les ressources sont limitées, qu'on va peut-être plus pouvoir acheminer depuis, le bout de la planète, des matériaux, des produits rares, de plus réfléchir aux conséquences sociales, et cetera». OK. Une fois que je me suis dit ça, je regarde mon entreprise, mon outil et bah, comment je pourrais le faire complètement différemment? Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entreprise à mission, elle vient de réflexions de chercheurs qui étaient à la base, c'est comment préserver la capacité d'innovation des entreprises, qui avaient souvent été mises à mal, Mmh. pendant la crise financière où, une capacité d'investissement des entreprises avait été mis, pour défendre le cours de l'action d'entreprise aux dépens de, capacité, à faire de la R&D, à penser plus loin, et cetera. Et donc, de mettre finalement toute cette intelligence humaine qui pouvait produire des produits, des machins, des façons de faire et puisse se mettre au service de repenser finalement un outil productif, mais avec un nouveau champ de contraintes qui est effectivement un peu plus, restreint. En fait, c'est un énorme gisement d'innovation. Et là, les gens qui sont dans vos équipes, mais c'est hyper excitant en fait de se dire: «Bah tiens, maintenant on va penser différemment», mais en fait avec en plus une finalité qui est quand même de quelque part de préserver le bien commun. Bah, je sais pas, moi je trouve que ça me donne envie de me lever le matin en fait, de réfléchir comme ça. Mmh. Ouais, puis ça fait vraiment lien entre, finalement l'entreprise et l'intérêt général, le rôle enthousiasmant que l'entreprise peut jouer aujourd'hui et valoriser ça et donner envie aux gens de rester dans les entreprises ou de les rejoindre, ce qui est un sujet donc.
Oui, et puis en plus, l'entreprise aujourd'hui a les moyens justement d'inventer. On voit bien que les acteurs publics sont limités, les finances publiques sont pas extensibles, on va pas augmenter encore les impôts. Les acteurs privés, eux, ils ont cette forme de liberté finalement que n'ont plus d'autres acteurs. Et donc quelque part, moi, je me dis mais pourquoi il n'y a pas plus d'entreprises en fait qui prennent en fait cette opportunité-là pour repenser les choses. Alors je dis pas que c'est simple, tout ça, ça demande des investissements, c'est aussi du long terme. Mais voilà, c'est aussi la théorie des petits pas, mais c'est hyper enthousiasmant. Merci pour ce message positif, entraînant. Finalement, saisissez l'opportunité de cette qualité d'entreprise à mission comme l'occasion d'innover, de réveiller, de donner envie. Donc rendez-vous le 16 mai. Exactement, à très bientôt. À bientôt. Merci. Merci pour votre écoute. Pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Pour amplifier la voix de mes invités, n'hésitez pas à commenter, partager ou même offrir vos étoiles.